Ok, ça tourne au son, ça tourne à l'image. Clap. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous les êtres humains qui nous regardent et aux extraterrestres qui nous regardent depuis Vénus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Comme vous le voyez, il n'y a pas le setup de d'habitude. C'est une vidéo un peu compliquée, un peu à l'arrache, on va dire. C'est une vidéo où tout simplement je vais vous parler de comics. Parce que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'espèce humaine après Angèle. Parce que, en fait, sous une de mes vidéos, un gars a commenté. Il a fait un petit commentaire, il est content. Bon, ça arrive, c'est pas le problème. Le frérot me dit, oui, t'as pas parlé de X-Men 97 et de Invincible qui sont chez Génial. Alors, déjà, j'ai vu X-Men 97, c'est super. J'ai vu Invincible, c'est génial. Et j'ai lu le comics Invincible. Et donc, le débat continue en commentaire, et à un moment donné, le frérot me dit, oui, t'es pas vraiment fan de comics. Donc là, déjà, le gars commence à me... un petit peu, tu vois, il commence à m'énerver. Et du coup, le gars, j'ai pas insulté son arbre généalogique parce que je suis quelqu'un de courtois. Je lui dis, bah frérot, j'ai 1500 balles de comics, de quoi tu me parles? J'aime les comics, j'adore ça, je suis un expert, tu vois. Enfin, pas un expert, mais je connais quand même pas mal de le lore, le délire Marvel, et même d'ici, je connais, tu vois. Il me fait, oui, 1500 balles de comics, c'est pas beaucoup. Je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bourgeois? Mais qu'est-ce que c'est que ce fils de noble qui regarde mes vidéos? Mais si vous êtes des nobles, barrez-vous, hein. Barrez-vous d'ici, hein, si c'est pour venir m'insulter, hein. Donc là, déjà, le gars, je suis en mode, mais gars, mais on fait un quiz Marvel, je te fume ta race, qu'est-ce que tu me parles, tu vois? Enfin bref, le gars m'énerve. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo pour vous présenter mes comics, pour vous présenter ma collection. Alors, il y aura la pile DC Comics qu'on fera juste après. On va commencer par la pile Marvel, à commencer par le plus gros comics que j'ai de toute ma vie, l'Omnibus, Captain America, voilà. Que dire. Alors, c'est donc tous les comics Captain America, donc des années de 1968 à 98, donc il y a plus de 1000 pages de comics, donc c'est exceptionnel pour moi qui suis fan du Captain, parce que c'est le meilleur super-héros de tous les temps. En fait, il n'y a pas véritablement une histoire, c'est pas comme certains comics que j'ai, vu que c'est 30 ans de comics, il y a plein d'histoires différentes, il y a des histoires avec Hydra, des histoires avec Crâne Rouge, des histoires avec Kang, même à un moment donné, il y a plein d'histoires différentes. Il y a des histoires qui parlent du racisme aussi, des histoires qui parlent de trucs très intéressants. Au niveau du dessin, bah, c'est dans les années 60-80, donc voilà, c'est assez kitsch. Il faut aimer les vieux dessins, il faut vraiment être fan de comics, parce que quand quelqu'un qui connaît pas trop les comics, genre mon cousin Angelo par exemple, qui commence un peu dans le délire, et qui, s'il me dit, bah j'aime pas les comics avant des années 2000 parce que je trouve ça moche, je peux pas lui en vouloir, tu vois, genre voilà, faut être fan du délire, faut être fan, voilà. Deuxième comics, Secret Wars. Alors ça c'est formidable, alors ça c'est exceptionnel. Ça, c'est l'un des premiers comics que je me suis acheté avec mon argent. Et alors, j'ai pas trop envie de vous parler de l'histoire du comics, parce qu'étant donné que Avengers 6 s'appelle Secret Wars, donc on pense qu'il sera un peu inspiré de ce comics-là, en tout cas sur la base. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais Avengers 6 s'inspire de ça, ne serait-ce qu'à 10-15% de l'histoire, Avengers 6, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. J'ai rien d'autre de plus à dire. Il y a les 4 Fantastiques, il y a les Avengers, je crois qu'il y a même un peu des X-Men, il y a Doctor Fatalis, il y a Doctor Strange. C'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre de comics. C'est de l'aventure, de l'action, un peu de drame aussi. C'est pas très fun. Il y a toujours Spider-Man qui est là pour amener un côté un peu gaulerie, mais c'est une folie ce comics. C'est une folie absolue. Une folie. Là, je vais vous parler du coup, tant qu'on est dans le secret, Secret Empire. Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est des gens des comics qui se sont dit, tiens, et si Captain America, en fait, depuis le début, c'était un Azos, un nazi. Oh, idée de fou, parce que Captain America, c'est vraiment un mec qui, à la base, a été créé pour péter la gueule aux nazis, tu vois. Donc, c'est assez ouf, c'est assez exceptionnel comme idée, et du coup, il y a un délire avec le cube cosmique, comme quoi la réalité a été modifiée, et du coup, Captain America est à la tête de l'Amérique, c'est à la tête de l'Hydra, les Avengers, ils sont cachés dans une base secrète. En même temps, on a pas mal de très bons artistes, notamment Steve McNiven, qui est mon dessinateur de comics préféré, qui fait des dessins, mais véritablement, c'est un level, le bordel, mais c'est oufissime.
Là, ben voilà, je vous retrouve la page, hein, qui est assez, ouais, qui est assez exceptionnelle. Voilà, voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, sans déconner. Ça, c'est du grand Captain. C'est du grand Captain. C'est exceptionnel. C'est ce que les comics ont fait de mieux de ces 10 dernières années, même s'il y a bien mieux et on y viendra plus tard. Ça reste quand même un comics, pour moi, ça c'est 10 sur 10. Hein. Vous allez voir, les comics, c'est pas comme, c'est comme les films Marvel. C'est-à-dire que pour moi, c'est. Enfin, tout est très bien en fait. Je suis tellement fan du bordel que c'est assez fou en fait. House of M, pareil, un récit cultissime des X-Men. En fait, c'est une histoire où la sorcière rouge, elle est un peu dépressive, elle est pas très bien, elle a regardé le film Dune, elle est un peu déprimée, quoi. Et du coup, elle pète un câble. Vraiment, là, on est sur une dépression, parce que, déjà que la dépression, c'est pas fou. Hein. Message à tous ceux qui sont dépressifs, on est avec vous. Parce que je sais ce que c'est. Et donc, quand t'es dépressif, mais qu'en plus t'as des super pouvoirs incontrôlables, galère. Et du coup, dans sa dépression grandiose, elle modifie la réalité. Et en fait, elle crée une réalité dans laquelle, en fait, Magneto, c'est le chef de l'humanité et les mutants sont rois, globalement. Sauf que les X-Men ont perdu tous leurs souvenirs et du coup, c'est une galère, et c'est assez exceptionnel. On a évidemment Brian Michael Bendis, hein, qui est quand même pas le dernier des nazes, hein, on se rappelle, qui a des dessins, mais c'est absolument exceptionnel, des dialogues, mais fou. On a le fameux, je vais essayer de vous retrouver la page, non, ça c'est pas là. Mais on a le fameux No More Mutants à la fin du récit où littéralement la sorcière rouge efface les mutants de la réalité. Il reste genre 200 mutants sur toute la planète, ce qui c'est rien. On a voilà Logan également. Ça c'est une des plus belles planches qu'il y a hein, dans le comics. C'est assez exceptionnel. On a un des dialogues qui moi m'a le plus trauma, c'est au tout début. C'est au tout début où en fait Wanda elle dit à son frère littéralement, elle lui dit est-ce que je devrais... Ah oui voilà. Ai-je tort de ne pas me suicider alors que je le devrais? Je vous laisse là-dessus, mais ça c'est larmoyant presque. Hein. Ça c'est pas le comics le plus triste qui existe, bien que c'est quand même assez hardcore, mais ça reste quand même tristos quoi. Celui-ci, après on passera aux petits comics. Moon Knight, au bout du rouleau. Alors ça c'est pareil que l'anthologie de Captain que je vous avais présenté, c'est-à-dire qu'en fait là il n'y a pas vraiment d'histoire fixe. Dans le sens où c'est pas un one-shot avec... c'est plein d'histoires de Moon Knight, où il va combattre des fantômes, il va rechercher des gens, il va tuer des criminels. Sauf qu'en fait, et c'est un truc qu'on voyait déjà dans la série Disney+, c'est qu'en fait Moon Knight, c'est pas vraiment pour les gosses quoi. Ça tabasse. C'est un peu vulgaire, c'est hyper trash, c'est hyper... Il y a des dessins vraiment où même moi je me suis dit, oh putain, ah ben voilà, nickel. Voilà. Là vous avez Moon Knight qui pète la gueule à un fantôme. Voilà. Ça c'est une de mes planches préf. Hein. Ça c'est exceptionnel. Hein. Puis c'est un peu drôle parce que c'est pas comme comment dirais-je. C'est pas comme le Punisher qui tue des gens et où t'es en mode c'est un peu d'extrême droite ce qu'il est en train de faire le frérot là. Je suis pas dans le del, tu vois. Là, c'est un super-héros qui bute des gens mauvais, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le Punisher aussi d'une certaine façon, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, Moon Knight, grosse découverte. Vraiment, j'avais déjà découvert le perso avec la série Marvel, mais en lisant ce comics, je kiffe encore plus. Vraiment. Ça, j'ai même pas envie de vous en parler, c'est nul à chier. Mais vraiment, je ne l'ai même pas fini. C'est-à-dire que je kiffe les Tortues Ninja, j'aime le délire, Maître Splinter, voilà, tout ça. Mais en fait, les dessins sont tellement moches, genre vraiment, en tout cas au début, c'est tellement brouillon, je ne vous comprenais rien en dessin. Il y avait eu 20 pages, j'étais déjà perdu. Donc ouais, j'ai pas aimé le délire. Ah franchement, putain, et la meilleure Tortue Ninja, c'est Donatello, on rappelle. Alors ça... Non, ça je vous en parlerai après parce que c'est un de mes comics bref. Ça c'est Jeanne, une de mes potes qui m'avait passé ça. C'était assez cool, trop court, beaucoup trop court, beaucoup trop court, mais assez sympa. Ah ça, alors ça faut que je vous en parle. Ça faut que je vous en parle parce que ça donc il y a trois histoires je crois. Oui bon bref il y a plusieurs histoires. Donc une avec Spider-Man et Daredevil,
mais du coup c'est une anthologie Daredevil. Il y a une première histoire qui est, sans déconner, la meilleure histoire que j'ai lue de Daredevil. Peut-être même encore mieux que celle où il combat Mysterio, je vous présenterai plus tard, qui est aussi très cool. Mais en fait, comment vous dire, Daredevil, il est appelé, je sais plus, dans un patelin à l'Amérique, là, genre le Texas ou le Wisconsin, tu vois, genre un truc un peu de bouseux, un peu de consanguin, enfin tu vois vraiment les clichés, quoi. Je dis pas que c'est comme ça dans la vraie vie, justement le comics joue sur les clichés, pour défendre trois jeunes, en fait, qui sont condamnés à mort pour avoir tué un enfant, alors que eux, ils disent que non, justement. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces trois jeunes, ils font partie un peu d'une secte, on va dire. Enfin, ils écoutent du hard rock, ils prennent de la drogue, tu vois, genre des trucs un peu... voilà. Et du coup, comme c'est là une Amérique très puritaine, c'est un village où tout le monde est chrétien, tout le monde va à l'église, et tout le monde est en mode, oui, brûlez les comics, c'est le mal. Littéralement, il y a une planche, il faudrait que je la retrouve, mais il y a une planche où il y a un mec qui dit brûler les comics, c'est la main de c'est l'œuvre du diable. J'en dirai pas plus, c'est hyper marrant. Et du coup, c'est gavé drôle, tu vois, parce que bon, déjà les dessins sont absolument exceptionnels et absolument magnifiques, mais c'est là où c'est ça que j'aime dans Daredevil, c'est que à part certains comics, Daredevil c'est moins dans l'action, dans le sens où il y a de l'action, il y a des bagarres, il casse des gueules et on adore ça, tu vois. Mais là, c'est dans le côté enquête. C'est dans le côté, est-ce que ces enfants ont vraiment tué ce petit garçon ou est-ce que pas du tout? Et quand on apprend je vous le spoilerai pas, mais quand on apprend le déroulé de l'histoire, enfin le poteau rose, quand on apprend le poteau rose, il y a un truc à la fin qui est assez exceptionnel. C'est pour moi la meilleure œuvre de Daredevil. C'est assez fou, sans déconner. Il y a un travail, notamment dans le dessin, au niveau des ombres, au niveau de l'ambiance qui est glauquissime. Genre, enfin bref, c'est assez fou. Ouais, non, c'est assez fou. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé le bordel. La deuxième histoire et la troisième, c'est un peu moins intéressant et j'aime moins les dessins. Ça reste quand même de très bonne facture, hein. C'est quand même toujours mieux que lire des comics d'une. Mais quand même, moins bien. La première histoire est vraiment cool pour le coup. Ça, bon, alors ça, je vais pas trop en parler. C'est des cadeaux que j'ai eus par un ancien collègue de la Grande Récré, qui est adorable, qui est un homme parfait. Mais c'est l'histoire des films du MCU sous forme de comics. Alors c'est génial, hein, c'est exceptionnel. En plus les dessins sont vraiment stylés pour le coup. Mais si vous avez vu les films, vous savez de quoi ça parle. Ça, oh putain, oh non, j'ai pas envie d'en parler ça. Bon, je vais vous en parler quand même. Alors ça c'est mon petit frère qui en 2022 m'a offert ça à Noël. Spider-Man Deadpool. Sur le papier, c'est stylé. Sur le papier, c'est cool. Franchement, Joe Kelly, c'est quand même un mec assez connu. Deadpool et Spider-Man qui font équipe, alors que Spider-Man, c'est un modèle de vertu et de perfection. Et, bon. Et c'est un comics qui va très bien. Genre, les dessins sont très cool. Les dessins sont vraiment assez beaux. Je trouve que, tu vois, même par exemple, à un moment donné, on voit l'éditeur, tu vois, enfin, Mighty Thor, pardon. Il y a même, oh regarde, il y a cette planche avec Mysterio, là, qui est assez folle. Mais sinon, ouais, c'est pas un comics que j'ai beaucoup de choses à dire parce que je trouve que l'histoire, elle est un peu simpliste, enfin, elle est trop simple. Et ouais, j'aime pas trop j'ai pas trop aimé celui-ci. J'ai pas trop aimé. Après, c'est pas nul, hein. C'est bon, voilà. Ça pareil, hein. Ça franchement, pas grand chose à en dire. Spider-Verse, alors ça aussi c'est un récit culte, hein. C'est littéralement le récit où donc la Spider Army, la Spider Society, combat donc les héritiers, notamment Morlun, Morlun, je sais pas, je dirais française. Dan Slott, hein, au scénario, donc c'est un gars que si vous connaissez les comics, c'est quand même un sacré cocon on va dire. J'ai plutôt bien aimé, j'en ai pas gardé un souvenir de fou furieux, dans le sens où je pense que je prendrais plaisir à le relire. Mais en fait, quand t'as beaucoup de personnages dans un comics, c'est comme dans Avengers Endgame ou Infinity War, c'est quand t'as plus t'as de personnages, il faut bien doser parce que ça peut très vite devenir indigeste. Par exemple, un comics d'ici que je vous présenterai plus tard, qui est vraiment un enfer pour moi. Un enfer.
Mais ouais, non, sinon, il y a pas mal de scènes d'action. Puis c'est comme dans Across the Spider-Verse, le fait qu'en fait, il y ait plein de Spider-Man différents, tu vois. Ça permet d'avoir des trucs assez gauleries et assez original. Il y a genre, enfin, tu vois, Miles Morales, Miles Morales, Spider-Gwen, Peter Parker. Enfin, il y a pas mal de trucs assez cool. Mais ça m'a pas laissé un souvenir. Ça m'a pas laissé un souvenir de fou malade. Les petits comics, on en parlera après. Ça, c'est des cadeaux, on va pas en parler. Ah putain, alors ça faut que j'en parle par contre. Ça faut que j'en parle. Donc je vous parle des trois, hein, parce que voilà. Donc Devil's Reign, donc en 3 tomes. C'est l'un des premiers comics que j'ai acheté aussi, avec mon argent. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que quand, vous le savez, tous les mardis, je vais à la Tencha à Bordeaux, puisque c'est le meilleur endroit de la planète Terre. Et du coup, je retirais de l'argent. Et quand il me restait, genre je retirais, je sais pas, 50 euros grand max, tu vois. Et quand il me restait genre 10, 20, parfois 30 euros, j'étais en mode, je vais pouvoir m'acheter mes comics. Et du coup, j'ai acheté ça. Ou en gros, c'est, comment vous dire, c'est Kingpin, donc le Kaïd, Wilson Fist, mon dieu. Wilson Fisk qui devient maire de New York et qui du coup cherche à créer une loi pour qu'il n'y ait plus de super-héros parce que, vu que c'est un méchant, les super-héros ils sont contre lui. Et Coco est pas content. Et on peut le comprendre. Et du coup, c'est une histoire. Il y a aussi des sous-scénarios. Il y a les Thunderbolts aussi qui travaillent pour Fisk. Il y a du coup la Résistance avec Captain America, Iron Man, Spider-Man qui essayent de combattre. Et en même temps, il y a aussi un sous-scénario avec les X-Men. Les dessins sont. Voilà. J'ai pris une page au pif. Hein. Regardez-moi ça. Moi, je me mets au défi de prendre quelqu'un dans la rue, de lui donner cette page et qu'il me dise je trouve ça très moche, je trouve ça dégueulasse. Non mais sans déconner. Mais regardez le truc, c'est exceptionnel. Le détail. On a Ghost Rider, on a l'Abomination, Wolverine. Enfin, c'est exceptionnel, sans déconner. Putain, je suis trop content. Donc ouais, il y a plein d'histoires. Il y a aussi, il me semble, un sous-scénario à la fin avec... Ah oui, non, c'est dans le premier volume. Il y a un sous-scénario avec Moon Knight, justement, il me semble. Non, c'est pas dans celui-ci. Je dis de la merde. C'est pas dans celui-ci. C'est dans le 2, là. Mais j'étais persuadé qu'il y a... Ah oui, voilà, il y a bien un truc avec Moon Knight à la fin. C'est bien ce qui me semblait. Putain, c'est hardcore, hein. Ouais, la vache, c'est... tu vois, regarde. C'est assez hardcore, hein. C'est... Moon Knight, faut avoir l'estomac bien accroché, hein. Comme The Boys, dont on parlera plus tard. Et ouais, non, il y a un sous-scénario aussi avec le Docteur Octopus. Enfin, en fait, il y a plein de scénarios. D'habitude, j'aime pas trop prendre des comics en histoire, en tome. C'est-à-dire que moi, j'aime bien prendre notamment la collection Must Have, où c'est des histoires en un tome, tu vois. C'est ce qu'on appelle des one-shots. C'est t'as un tome, bah, ton histoire, elle est finie. Parce que ça coûte de l'argent, en fait. Et quand t'as les... À part Nightwing, que j'ai pris, parce que c'est chef-d'œuvre, mais tu vois, par exemple, une histoire en 5, 6, 7, 8 tomes, à peu près 15, 20, 25 euros en moyenne, le tome, ça revient très vite cher, tu vois, et du coup c'est chiant. Du coup c'est mieux de prendre des trucs en one shot, comme ça c'est plus rentable. Mais cette histoire elle était vraiment cool. Il y a beaucoup d'action, mais c'est pas indigeste, c'est bien réalisé, c'est vraiment tout ce qu'on aime de la série Daredevil Netflix, c'est-à-dire que en plus de Daredevil, on a plein de super-héros, du coup il y a plein de bagarres, c'est trop cool. Non, c'est génial. Ça, franchement, c'est un des premiers comics que j'ai lu et vraiment où je me suis dit putain, exceptionnel. On va passer. Alors, ça c'était pas très bien. Ça c'était bien. Ouais, on va passer dans la collection. Bon, au pire, on fera. Voilà. Bref. Alors, Doctor Strange, le début et la fin. Pas grand chose à dire, pour être honnête. Parce que, en fait, j'aime bien, des fois, lire des comics. Genre, aller vers des personnages vers lesquels je ne serais pas allé. Dans le sens où j'adore les films Doctor Strange, j'adore le personnage. De toute façon, c'est pas compliqué, les super-héros, je les aime tous. Mais tous. Il y en a pas un que je déteste, tu vois. Mais des fois, je me dis, bah vas-y, je vais lire un comics de ce personnage pour voir ce que ça donne. Et franchement, là, du coup, c'est un peu une origin story, dans le sens où on commence, comme dans le film, avec Doctor Strange, qui perd ses mains, et qui du coup veut retrouver ses mains, et il se retrouve à combattre des démons et tout. Mais en vrai, c'était pas genre méga intéressant. Pour moi, c'était genre 6, 7 sur 10 parce que, quand même, les dessins sont quand même
assez exceptionnels. Ils sont quand même assez fous, on va pas se mentir. Mais franchement, c'était pas ouf. Genre l'histoire, les dessins étaient cool, les scènes d'action étaient stylées, mais c'était pas hyper intéressant, j'ai envie de dire, tu vois. C'était bon, voilà. Ça, bon, ça c'est chef-d'œuvre. Ça c'est exceptionnel par contre. Parce que déjà, John Romita Jr. Bon, pas besoin vraiment de dire qui c'est. John Romita Jr. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On en parlera parce que j'ai d'autres comics avec lui. John Romita Jr. Quand tu connais un peu les comics, je vais essayer de vous trouver un truc un peu flagrant. C'est un gars qui est hyper reconnaissable parce que quand il dessine, voilà, par exemple, quand il dessine en fait les visages, tu vois, c'est très carré en fait. Il a une façon de dessiner, il a un tracé que je trouve assez ouf. C'est mon deuxième dessinateur préféré parce qu'il a fait des trucs vraiment dingueries. Là pour le coup, ça c'est assez bien si vous voulez connaître Black Panther. Si vous connaissez pas, même que vous n'avez pas vu le film, c'est une assez bonne porte d'entrée. C'est assez court, ça se lit en 1 heure et quart même pas. Vous avez Black Panther, vous avez le Rhino, vous avez Ulysse Clos, et puis en même temps vous avez vraiment ça dénonce le colonialisme parce que vous avez vraiment genre l'ONU, les Nations Unies qui sont en mode mais en fait le Wakanda ils ont du vibranium, on va les tous leur piquer. Et du coup les gars sont en mode mauvaise idée de fou. Mais ouais non franchement c'est assez cool, c'est assez stylé, c'est un peu acide sur la politique, mais encore une fois les dessins sont magnifiques et vraiment de toute façon c'est pas compliqué. Si t'as un scénario qui tient la route et que t'as des dessins pourris, bon bah c'est de la merde. Par contre si t'as les deux, t'as un comics exceptionnel et là c'est assez fou. C'est assez fou, franchement. Qui est la Panthère Noire? Voilà. Reginald Hudlin, John Romita Jr., exceptionnel. Ça pareil, je vous conseille cette collection-là, la collection Marvel Must Have. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tous les récits cultes de Marvel. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir nombre de récits cultes, notamment Civil War 2, donc pas mal de comics très très cultes qui m'ont permis voilà, d'agrandir ma culture, même si notre ami dans les commentaires dit que je n'en ai pas. Alors ça, c'est ce qui a inspiré donc, le film Love and Thunder. On va pas reparler de Love and Thunder, c'est un très bon film, plein de défauts, mais un très bon film quand même. Sauf que là, le comics, pour le coup, c'est pas du tout comme le film. C'est-à-dire que, certes, dans le film, c'est Thor qui combat Gore, le boucher des dieux. C'est simple, sauf que il y a des galéjades, il y a de l'humour et on se marre. Là, on ne se marre pas du tout. Là, sans déconner, c'est l'un des comics les plus dépressifs que j'ai vu de ma vie. Sans déconner, c'est déprimant as fuck. Mais vraiment, hein. Et pourtant, j'ai du Batman. Hein. Et Batman, c'est déprimant. Hein. Et Batman, c'est glauque. Hein. Mais alors ça, oh là là, oh là 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 là, c'est déprimant. Mais le récit est un peu compliqué à suivre parce qu'il suit du coup 3 temporalités. Donc Thor dans le passé, qui essaye de combattre Gore une première fois. Thor dans le présent et Thor dans le futur qui combat avec une version future de lui. Même moi je me suis perdu quand j'ai dit ça. Mais pour moi c'est 7-8 sur 10. Genre les dessins sont quand même relativement... ouais regarde, c'est quand même relativement de bonne facture. C'est quand même relativement joli j'ai envie de te dire. Donc ouais non c'est assez sympa, c'est assez beau. Mais c'est très déprimant, donc si vous êtes dépressif et que vous avez envie de vous changer les idées, ne lisez pas ça parce que c'est vraiment très triste. C'est vraiment Gore qui tue tous les dieux un par un et il a bien failli réussir à avoir tort d'ailleurs. Mais très 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 grand comics, très 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 grand comics. Alors là, je vais voilà, c'est ça, exact. Voilà. À un moment donné, je vais les faire en rafale ceux-là parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. À un moment donné, j'ai eu un truc un peu féministe, même si c'est pas vraiment le bon mot, mais je me suis dit, en vrai, je lis des comics où il y a des personnages féminins, mais je ne lis pas des comics que de personnages féminins. Et donc une fois, j'avais de l'argent, j'ai acheté que des trucs de femmes, que des super-héroïnes. J'en ai eu pour 60, 70 euros, un truc comme ça, mais j'ai pris que des super-héroïnes. Et honnêtement, c'est aussi bien, voire même meilleur que certains comics donnés à des super-héros. On a commencé à celui-ci, que j'ai trouvé exactement comme la série. C'est-à-dire que c'est pas parfait, les dessins sont... Voilà, le scénario...
Voilà, mais le personnage est super attachant. C'est hyper mignon, c'est hyper drôle parce que justement, quand tu lis un Moon Knight, un Batman ou un Miss Marvel, tu t'attends pas à la même chose. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, c'est tout mignon en fait. C'est hyper coloré, tu vois. Elle a ses copines, voilà, elle combat. Bon, c'est très soft en fait. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que c'est très mignon. Et moi, il m'en faut pas plus, en fait. C'est pas un comics qui m'aura laissé un souvenir indubitable, comme certains dont je vous ai déjà parlé, comme notamment David Rain ou Thor, le massacreur de Dieu, mais ça reste un très très bon comics. Et franchement, ceux qui disent les super-héroïnes, c'est pour les filles, c'est des gens bêtes. Parce que ça, vraiment, ça c'est super. Ah, ça c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux pour le coup. Parce que j'ai vu qu'il y avait un comics du coup sur la femme invisible et un comics sur la chose. Moi j'aimerais qu'il y ait un comics sur la torche humaine parce que c'est mon préféré des 4 fantastiques. D'ailleurs Joseph Quinn va faire un super boulot, ça va être génial. Et en fait c'est du coup la femme invisible si elle travaille pour le Shield parce qu'elle peut se rendre invisible donc espionnage t'as capté. C'est encore une fois un comics très court, hein. On est vraiment sur une heure, vraiment même pas une heure de lecture, mais les dessins sont vraiment cool. Les dessins, faut aimer le délire, hein. C'est un style de dessin très particulier, mais on a déjà Black Widow qui fait une apparition, et quand il y a Black Widow quelque part, c'est forcément bien. Donc pas grand chose non plus de fou à en dire, mais ça reste quand même un très bon comics. Je vous spoil pas voilà, c'est la femme invisible qui fait de l'espionnage et qui doit résoudre une affaire. Voilà. Mais en même temps, il y a des petites scènes d'action, ça reste assez mignon, ça reste assez. Ça tambourine bien de temps à autre. Donc c'est très très cool. Très très sympa. Ça c'est 10 sur 10. Ça c'est 10 sur 10. Mais même pas je réfléchis. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Encore une fois, hein. Brian Michael Bendis. Hein. J'ai cru qu'ils étaient en train de baiser derrière, j'ai eu peur. Donc ouais, non, alors Brian Michael Bendis au scénario, c'est forcément une bonne nouvelle. Voilà. Voilà. Et les dessins sont exceptionnels. C'est exactement le même truc, le même trope scénaristique que Miss Marvel, c'est-à-dire que, bon, même si c'est mieux que Miss Marvel, je trouve quand même, le scénario est assez simple, on va dire. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais voilà. Mais en même temps, ça reste très cool. Ça reste très cool à suivre. En même temps, il y a Tony Stark en intelligence artificielle. En même temps, ça revient à la base, mais à la base même du super-héroïsme, parce que c'est des choses qui manquent un peu, je trouve, dans les alors pas dans les comics, mais dans les films beaucoup. C'est un super-héros, c'est un gars qui sauve des gens. Fin. Et ça, c'est ce qu'on voit bien, notamment dans les 2 premiers Avengers ou dans les Spider-Man, c'est que si un super-héros, il combat les méchants. Bon, c'est stylé parce que il lui casse la gueule et nous on aime bien ça. Par contre, s'il sauve pas des gens, bon, c'est pas intéressant, c'est pas vraiment un super-héros, tu vois, c'est plus un justicier. Pensez-y, tu vois, pensez-y. Parce que, voilà. Mais pour revenir à Ironheart, un personnage que j'ai pris plaisir à découvrir dans Black Panther 2, que j'ai pris plaisir à découvrir dans ce comics, et que j'ai très très hâte de voir ce qui va être fait avec elle dans la suite du MCU, parce que c'est un super personnage, hyper attachante, hyper intelligente, franchement c'est assez cool, assez mignon, puis ouais, non, les dessins sont super, non, c'est vraiment un bon comics. Ça, pareil, Jane Foster, Mighty Thor, formidable. Formidable ce comics. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, pour être honnête. Les premières pages, je comprenais pas trop vers où on allait. Mais il y a une relation avec Thor que je trouve hyper touchante, sans déconner. Hyper mignonne. En plus, sous-jacent, il y a vraiment une grosse bataille. Vraiment, hein. Il y a la bataille d'Asgard, donc vraiment ça tambourine fort, ça tape. Et ça, on adore. Donc non, c'est assez cool. Et en même temps, t'as vraiment voilà, un des dialogues les plus beaux que j'ai vu de toute ma vie, sans déconner. Il n'y a aucune version de toi que je n'aimerais pas. Voilà, quand tu regardes ça, tu te dis, bon, allez, Molière peut aller se rhabiller. C'est de la littérature. Parce que moi, toute ma vie, même quand jusqu'à ma mort, je me battrais pour que les comics soient reconnus comme étant de la littérature, de la vraie littérature. Parce que là, vous l'avez vu, on en est à 37 heures de vidéo, il fait 60 degrés dans ma chambre, j'ai envie de mourir tellement il fait chaud, mais c'est pas grave.
Bref. Black Widow, bon, ça c'est de tous les comics féminins entre guillemets que j'ai acheté, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que ça rentre un peu dans le Punisher dans le sens où ça tape fort, c'est violent de fou. Vraiment, et c'est un truc, c'est glauque as fuck. C'est-à-dire que en fait, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est donc Black Widow qui arrive à Madripoor. Madripoor, pour ceux qui connaissent Marvel, c'est un peu le repère des brigands, c'est un peu la ville de tous les vices. Et en fait, il y a des gens en live, sur Twitch, sur le dark web, machin, qui tuent des gens. Voilà, en live. Et des gens payent en mode oui, tu prends une gamine et tu la tues avec des couteaux et il y a des gens qui payent dans le comics, bien entendu. Et du coup, Black Widow, super héroïne, quand elle apprend ça, elle dit ah non, ah moi je vais tous les retrouver, je vais leur couper les couilles et ça va être marrant. Et c'est ça, y a rien de plus que ça le comics. Et franchement, moi ça me va, j'en demande pas plus. C'est hyper violent, c'est hyper hardcore, le dessin c'est très crayonné. Alors c'est vraiment le niveau zéro de la critique comics de dire ça, mais vraiment, je trouve les dessins assez beaux en vrai, assez hardcore mais assez beaux. Donc ça c'est très très cool. Ça pareil, bonne porte d'entrée dans l'univers des comics, La Guêpe, parce que c'est mignon, tu vois, c'est pas non plus un scénario de fou malade mental, tu vois, mais il y a la Chambre Rouge, il y a la Guêpe qui essaye de rassembler une équipe de super scientifiques uniquement constituée de femmes. Les personnages sont très drôles, très attachants. Les dessins, ça reste simple, mais parfois, la simplicité en comics, moi, ça me parle si l'histoire derrière, elle est cool, tu vois. C'est pas comme Batman où t'as besoin d'avoir des ambiances particulières et du dessin de fou. Là, tu vois, c'est beau, mais ça reste simple. Donc, ça, c'est 6, 7 sur 10. Voilà, c'est très très cool, mais j'en demande un peu plus. Mais ça reste très très cool, attention. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, j'ai même pas envie d'en parler. Ça, c'est nul. Hein. Ça, c'est nul. Alors, attends. Je vais vous dire. Là, vous allez dire, quoi ? Mais un comics Captain America, tu dis que c'est nul ? Alors non, c'est pas que c'est nul, parce que, sans déconner, les dessins sont, de mémoire, les dessins sont vraiment assez fous. Néanmoins, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est un livre de transition. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme, pour vous donner un ordre d'idée, si entre deux films, genre, je sais pas, entre Captain America Civil War et Infinity War, ben vous avez l'histoire de tous les personnages. C'est cool, mais c'est pas méga intéressant. Et du coup, là, il se passe pas grand chose. Il y a des bons dialogues, ça reste assez cool, ça reste assez sympa, ça reste au-dessus du film Dune, évidemment, mais c'est pas très très bien. Je m'attendais à plus. Par contre, ça, Ed Brubaker, dont on n'a pas encore parlé, en comics, exceptionnel. Exceptionnel. Mais ça, sans déconner, je vais même le prendre avec un autre comics que j'ai là. Voilà. Donc ça c'est le meilleur comics que j'ai lu de toute ma vie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Mais sans déconner. Parce que c'est encore une fois Steve McNiven, mon dessinateur préf. Non mais sans déconner. Non mais regardez. Regardez le dessin, le tracé, la perfection des émotions, du visage. Sans déconner. Non mais regardez-moi ça, frère. Regarde-moi ça. Ose me dire que ça, c'est pas beau. Sans déconner. Donc, Civil War, globalement le même scénario que le film, même si les circonstances sont différentes parce que là où dans le film, c'est les Avengers qui n'arrivent pas à empêcher une explosion. Dans le comics, c'est une équipe de jeunes super-héros un peu débutants. Et en plus, les dégâts sont bien plus violents. Là où, dans le film, c'est un étage qui explose dans un immeuble. Là, il y a genre 600 morts. Genre, c'est une école qui explose. C'est bon pour vous. Et dans Civil War, il y a genre une petite quinzaine de super-héros qui se combattent dans un aéroport. Là, ça se combat en plein cœur de New York, à coups d'armée contre armée. Là, ça se pète la gueule vraiment vénère. Il y a le Punisher qui vient sauver Peter Parker dans les égouts, qui déglingue tout le monde. C'est exceptionnel. Sans déconner, c'est émotif, c'est politique, ça pose plein de questions hyper intéressantes sur l'univers des super-héros, comme dans le film d'ailleurs, hein. Mais c'est à des proportions qui sont
gigantesque, bien plus que dans le film, parce que bah manque de budget, t'as capté. Et surtout que, franchement, si le film était comme ça, on s'y perdrait. Vraiment, on s'y perdrait. Mais c'est le plus grand comics que j'ai lu de ma vie. Ouais, voilà. Regarde. Voilà. Cette page. Voilà. Voilà. Captain America arrêté. Moi, ça me tue, quoi. C'est. C'est exceptionnelissime. Sans déconner, c'est le truc le plus ouf qui n'ait jamais été créé en matière de comics. C'est. Je serais pas. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est oufissime. Et du coup, pour faire la transition avec celui que je parlais avant, à la fin, donc Captain America est arrêté par les autos, enfin il se rend, et du coup, comme vous le savez si vous connaissez un peu les comics, mené donc lors de son ascension, lors de son chemin vers le tribunal pour son procès, donc il est assassiné d'une balle dans la tête. Voilà. Et du coup, tout ce comics, hein, c'est très court encore, c'est donc tout le monde qui va essayer de trouver qui a fait ça. Voilà, trouver qui a tué Steve. Alors nous, spectateurs, on le sait, mais les gens ne le savent pas justement. L'univers ne sait pas qui. On a le soldat d'hiver, on a Faucon, on a plein les super-héros aussi. Alors, les dessins, ça remonte presque, on dirait presque à de la peinture. J'ai vraiment pris une page au hasard, il y a une meuf à poil. Tout va bien. On va changer de page du coup. Mais ouais, voilà, par exemple, ça. Voilà. Ça, c'est Ed Brubaker, il a un dessin qui est. C'est un dessin très marqué année 2000, ça. C'est quelle année? Ouais, voilà, 2005, tu vois. Et ça, ouais, voilà. Donc ça, c'est assez cool. Sans déconner, c'est assez ouf. C'est les deux, en fait. Vous lisez ça, et ensuite vous lisez ça, et là, vous passez une journée exceptionnelle. Sans déconner, c'est oufissime. Oufissime. Alors ça... Ah, alors ça, je peux vous en parler très rapidement. Ça, c'est des comics que ma pote Marie m'a offert, en fait, à mon anniversaire de mes 21 ans. Et franchement, c'était vraiment très très cool. C'était vraiment très stylé parce que bah déjà, il y a Captain America sur les deux, et moi quand il y a Captain America, je suis content. Donc non, 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 c'est assez ouf, puis les dessins sont vraiment magnifiques, sans déconner. Dans celui-ci, mais alors dans celui-ci aussi. Et oui, mais oui, regardez, ça. Ah oui, voilà. Oui, voilà. Il y a un dialogue qui m'avait fait rire de Hawkeye qui dit vous avez vu, pour une fois, pour une fois, c'est pas moi qui me suis fait casser la gueule. J'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Mais, je viens de m'en rendre compte, hein. Regardez. Regardez qui fait les dessins. Qui fait les dessins? Steve McNiven, encore une fois. Meilleur dessinateur de comics de l'univers. Ça... Ah, alors... Je vous en avais pas parlé. Mais sur Civil War, il y a un mec qui s'appelle Mark Millar. Un Mark Millar qui a dessiné pas mal de comics, notamment chez Spider-Man, mais qui a fait un peu de tout, qui a créé le comics qui casse, voilà. Spider-Man, le dernier combat. Exceptionnel. Exceptionnel. Spider-Man, c'est pour moi la meilleure porte d'entrée dans les comics. Que ce soit de chez Marvel ou d'ici, vraiment. C'est la meilleure porte d'entrée parce que, alors, ça dépend des histoires, mais Spider-Man, tu peux prendre n'importe quelle histoire, tu vas comprendre ce qui se passe. Parce que c'est hyper limpide, c'est pas une histoire simple, mais c'est limpide. Parce que là, en fait, c'est tout simplement un truc qu'on a déjà vu les 1700 fois, c'est et Spider-Man, il va combattre les méchants. Rien de plus que ça. Mais le petit trope scénaristique, c'est que maintenant, tout le monde connaît son identité secrète, et Tante May a été kidnappée. Et donc là, bah, Peter, il se dit, bah, c'est le bouffon vert, mais il est en prison, donc comment il a fait? C'est pas normal. Et du coup, en même temps que ça, il y a la police qui essaie de le capturer, il y a un nouveau Venom, il y a Electro, il y a le vautour, il y a plusieurs fois où Peter, ça c'est parmi mes scènes préférées, va rendre visite à Norman Osborn, le bouffon vert, pour ceux qui ne suivent pas. On a également la chatte noire, charmant petit bout de femme. Ah oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. La chatte noire, bon, en VF, on va rien dire, on va dire Black Cat, je pense que c'est mieux. Donc on a plein de méchants. On a également les Avengers qui font une petite apparition, notamment à la fin. Donc ça c'est super. Et puis ouais, on a les dessins qui sont assez ouf. Notamment cette planche
que je trouve vraiment magnifique, vraiment très très belle. Mais et on a un combat final euh, Osborn, enfin Bouffon Vert, Spider-Man que je trouve assez cool et assez stylé. Et c'est vraiment une histoire hyper sympa. Donc si vous voulez commencer les comics Spider-Man, Spider-Man le dernier combat, c'est émotionnel. C'est vraiment une belle porte d'entrée. C'est vraiment vraiment cool. Pour le coup, c'est vraiment stylé ça. Alors ça c'est mon livre d'or d'anniversaire, rien à voir. Alors, je vais vous parler de ces deux. Alors, on va commencer par celui-ci. Steve McNiven. Bon, vous commencez à connaître, là on est à 3 heures de vidéo, là je suis en train de fondre. Je sais même pas quelle heure il est. Midi 10, tout va bien. Exceptionnel. Exceptionnel. Alors ce comics, le seul défaut que je trouve, c'est que c'est trop court. C'est en fait, on part avec un postulat de base, Logan n'a plus son pouvoir auto-guérisseur. C'est l'adamantium qui sera en train de l'empoisonner, on sait pas trop, il va voir même Mister Fantastic, il sait pas trop ce qu'il a, voilà. Et Mister Fantastic lui dit, bah frérot, t'es un peu dans la merde là, faut pas trop que tu te serves de tes pouvoirs, faut que tu restes un peu au calme le temps que je te trouve un remède. Sauf que c'est Wolverine. Quand les gens apprennent que Wolverine est mourant, ils ont qu'une seule envie, c'est lui déchirer sa race. Et du coup, on a, voilà, notamment une scène que je trouve assez ouf au début, où Wolverine va dans un bar et il dit au gars, il dit bon, je vais te prendre machin, une bouteille et tout. Il y a des gars qui vont venir plus tard, ils vont te demander si tu m'as vu, tu vas leur donner cette adresse. Et voilà, voilà ce qu'il leur dit. Amenez-vous, bande de lâches. Alors peut-être c'est à l'envers pour vous, mais du coup voilà, regardez la gueule du mec. Hein. Ça vote à droite, ça. Ça vote extrême droite, ça on le sent. Hein. Et du coup, ce mec en question se fait buter, vraiment. Enfin non, je sais plus s'il se fait buter, mais en tout cas il se fait péter la gueule vraiment vraiment fort. Et c'est assez marrant. Et du coup, tout le long du comics, hein, encore une fois, hein, c'est Steve McNiven, hein, c'est du très 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 grand comics. Ben voilà, Steve McNiven, le boss absolu du game, hein, je suis désolé. Mais du coup, bon, je vous spoil pas la fin de l'histoire si vous voulez le découvrir, mais du coup, à la fin, juste, Wolverine, plutôt mal en point, on va dire. Plutôt mal en point. Mais c'est trop court. En fait, le postulat de base de l'histoire est vraiment stylé, elle est vraiment sympa, mais on n'a pas le temps, le récit part trop vite, et du coup, à chaque fois qu'un événement se finit, il y en a encore un autre qui arrive. Du coup, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de problème, il y a pas de problème de temps mort, de rythme, mais, trop court, tu vois ce que je veux dire? Ça, pareil. En fait, j'ai acheté ces comics pour préparer Deadpool et Wolverine, pour me replonger un peu dans l'ambiance de Wolverine. Ça, alors c'est pas le meilleur comics Wolverine qui existe, il arrive plus tard, le meilleur. Wolverine ennemi d'État, Mark Millar, John Romita Jr. au dessin, voilà. Donc là déjà, ça c'est 10 sur 10. Il n'y a pas de... Le postulat de base, qu'est-ce que c'est? Wolverine, voilà, il vit sa petite vie tranquille, il boit des couilles, il pécho, bon bref, voilà. Et il y a un de ses potes qui dit, ouais, mon fils a été kidnappé, machin, est-ce que tu peux le retrouver? Wolverine, il se dit, bon les gars, je vais les dézinguer, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, c'était un traquenard, hein, c'est un piège. Et en fait, Wolverine se fait piéger par Hydra et la Main, qui se sont alliés, parce que c'est deux organisations différentes. La Main, c'est tout ce qui est Yakuza, Ninja, machin. Hydra, c'est les nazis. Fin. Et du coup, les deux s'allient. Et en fait, ils font subir ce qu'on appelle ce qu'ils ont fait aux soldats d'hiver, en fait, un lavage de cerveau, une manipulation mentale. Et du coup, Wolverine est sous le contrôle de l'Hydra. Et alors là... galère, quoi. Parce que Wolverine, il a des griffons d'adamantium, il est assez fort, il sait extrêmement bien se battre, et en plus, il peut guérir. Donc, très 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 dur de le tuer. Très 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 dur de... En plus, c'est l'ami, tu vois. Et du coup, il dézingue des super-héros, mais par paquet de 60. Vraiment, il pète tout le monde, quoi. Et, spoiler, mais à la fin au milieu du récit, dans le troisième acte, Wolverine, du coup, se fait capturer par les gentils, et retrouve sa vraie personnalité, tout ça. Il sort du contrôle de Hydra et il dit une phrase, enfin un dialogue avec un agent du Shield que je trouve, moi, me fait pleurer de rire personnellement, mais c'est très personnel. Il dit, attends, faut que je le retrouve, mais il dit genre à l'agent du Shield, lui dit Hydra, ils ont combien de soldats? Et le gars lui dit, bah je sais pas,
20 000, 30 000, un truc comme ça. Ouais, ok, d'accord. Et la main, ils ont combien de soldats? Oh, je sais pas, 60, 70 000. Et pourquoi tu comptes tous les tuer? Et le gars il dit oui, je vais tous les dézinguer. Et du coup, vraiment, le dernier quart, la fin du récit, c'est littéralement Wolverine qui va dézinguer tout le monde, mais tout le monde, enfin tous les méchants. Et vraiment, c'est jouissif, vraiment. C'est à pleurer de rire. Enfin, c'est pas vraiment drôle en soi, mais il casse la gueule à tout le monde. Et ça. Et en plus, la façon dont il bat le méchant à la fin, c'est extrêmement drôle. Vraiment, Et encore une fois, hein, comme vous le, comme vous le remarquez, hein, c'est John Romita au dessin. Donc vous voyez les visages très carrés en fait. La façon qu'il dessine les visages, c'est très son style. Et ça c'est bon, ça c'est un peu long, tu vois, mais c'est exceptionnel comme comics, sans déconner. C'est une dinguerie, mais monumentale. Vraiment, c'est de l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Mais c'est pas indigeste parce qu'il y a un fond derrière. Il y a des très bons dialogues. Le dessin est magnifique. Bah, je vais vous en parler. Si Old Man Logan n'existait pas, ce serait le meilleur comics qui existe sur Wolverine. Mais Old Man Logan existe. Mais je vais même vous parler. Je vais vous parler d'abord d'Old Man Logan et ensuite de son préquel. Old Man Logan, c'est. Ben voilà, hein, Mark Millar, Steve McNiven. Il n'y a pas de secret. C'est exceptionnel. C'est le meilleur scénario qui ait été fait sur Logan. Et même ça, c'est top 5 de mes meilleurs comics. Hein, sur certains. C'est l'un des plus beaux scénarios qui ait été donné de faire dans l'univers des comics. Je m'explique. Tous les méchants, tous les super vilains de l'univers Marvel se sont alliés à un moment pour péter la gueule à tous les super-héros. Tous. Sans aucune. Enfin, par quelques exceptions. Enfin, pour battre et pour prendre le contrôle du monde, en tout cas. Et ce qui fait que, bah, du coup, Crâne Rouge a pris Washington, Magneto a pris une zone, l'Abomination, puis ensuite Hulk a pris machin. Et du coup, je vais vous spoiler cette histoire parce que je l'adore, hein, je suis désolé. Mysterio a manipulé Wolverine en lui faisant croire qu'il combattait des méchants, alors qu'il a tué tous les X-Men. Quasiment, en tout cas. Tous ceux qui étaient au manoir X. Il les a tous tués avec ses griffes. Et du coup, quand l'illusion se termine, Wolverine, vu que c'est sa famille, est dans ce qu'on appelle dans le jargon déprimé as fuck, c'est-à-dire qu'il a envie de mourir, sauf que il a un pouvoir d'auto-guérison, donc il ne peut pas mourir, et du coup il se met la tête sous les rails d'un train. Je vais essayer de vous retrouver la planche en question. C'est vraiment l'un des trucs les plus... Oh ah oui, voilà. Voilà, exact. Voilà, bah déjà, regardez la qualité du dessin. Voilà, il essaye de se suicider, et il dit un truc... parce qu'il parle avec Hawkeye à ce moment-là, et en fait, il dit genre... ouais, mais tu peux pas te tuer, toi, de toute façon. Et le gars, il fait, ouais, mais j'ai eu mal, et parfois ça suffit. Et du coup, c'est pour ça que dans ce comics, en tout cas au début, Wolverine refuse de se battre. Enfin, il refuse de sortir les griffes, en tout cas. Et du coup, au début du récit, Wolverine vit avec sa femme, ses enfants, voilà. Il est complètement déprimé, mais au moins il a une femme, il a des enfants, il est un peu joyeux, on va dire quand même. Sauf que, en fait, il vit dans le territoire de Hulk. Et en fait, Hulk, c'est dégueulasse, couche avec sa cousine pour avoir des enfants consanguins. Et du coup, il y a le gang des Hulk, qui sont littéralement vraiment des gros clichés, ils ont des casquettes, ils ont des moustaches, ils vivent vraiment en mode hey, yeah, voilà, ils sont complètement teuteux, un peu débiles. Et du coup, c'est eux qui font la loi, et du coup, Wolverine, ils disent à Wolverine, bon gars, t'as 2 mois de retard de loyer, enfin t'as du retard, tu vas nous payer 2 mois de loyer le mois prochain, sinon on déglingue tout le monde. Et arrive Hawkeye qui lui dit, gars, voilà, j'ai une petite mallette à transporter jusqu'à Washington, je te paierai 1 000 $. Et le gars dit, bah ouais, j'ai besoin d'argent, j'ai pas le choix, quoi. Sauf qu'il va se passer plein de péripéties durant ce trajet, ce qui fait qu'à la fin, Hawkeye est malheureusement tué, et du coup, à la fin du comics, Wolverine ressort les griffes, et il dit, bon, c'est bon, là, ça fait 15 ans que je me tourne les pouces, maintenant je vais aller dézinguer tout le monde. Sachant qu'il dit ça après avoir dézingué Crâne Rouge, après avoir dézingué Hulk, donc voilà, c'est pas mal de choses assez fous. Et il y a dedans
la planche, alors c'est pas belle, mais en tout cas la plus traumatisante que j'ai vue de toute ma vie de lecteur de comics. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, Wolverine a été manipulé pour tuer les X-Men. Voilà. Ça, c'est l'un des plus grands traumatismes que j'ai dans ma vie de lecteur de comics. Vraiment, c'est horrible. Vraiment, c'est envie de chialer ce truc. Hein. Mais du coup, dans le même univers que Old Man Logan, il a Old Man Hawkeye qui se passe juste avant. Parce que comme je vous l'ai dit, à la fin de Old Man Logan, Clint finit par décéder. Et là où, dans Logan, on voit comment les X-Men ont été tués, là, on va voir comment les Avengers ont été tués. Et alors là, c'est plus Mark Millar, c'est plus Steve McNiven, mais néanmoins, ça reste un dessin qui est différent, mais ça reste un dessin qui est quand même, je trouve, assez beau, assez magnifique. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont assez complémentaires, dans le sens où là, on est vraiment dans la dépression, la tristesse, vraiment le truc déprimant as fuck. Là, vraiment, Hawkeye, vous connaissez Hawkeye, c'est vraiment le cynisme. Certes, il est torturé parce qu'en plus, il est en train de devenir aveugle. Alors, quand t'as un archer, ouah, galère de fou. Mais ça reste quand même extrêmement un top 5 des meilleurs comics que j'ai lus. C'est vraiment très 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 cool. Sans déconner, c'est assez cool. Genre, puis en plus, la façon dont les Avengers sont tués, enfin. Oh, puis en plus, on bute du nazi, tiens. Et ça, on adore buter des nazis, donc c'est très très cool. Allez, 51 minutes de vidéo, on a bientôt fini, il nous en manque beaucoup. beaucoup. Alors ça, voilà. Ça, je vais pas en parler non plus énormément. Hein. Ed Brubaker, donc comme je vous l'ai dit, les dessins un peu peinture, un peu... Voilà, c'est l'histoire du soldat d'hiver. Tout simplement, on apprend ce qui s'est passé, comment il est devenu le soldat d'hiver, comment il a été recruté par Hydra, etc. etc. C'est un comics... C'est assez bien pour commencer Captain America, je pense. C'est une bonne porte d'entrée, je trouve personnellement. Puis en plus, c'est vraiment assez court. Ça, je l'ai eu à genre 10 balles. Franchement, si vous pouvez lire ça, c'est vraiment très très cool. Il y a pas beaucoup, il y a un peu d'action, mais c'est vraiment sur la psychologie de Captain America et du soldat d'hiver et de leur amitié. Donc ça, c'est assez cool. Ça c'est fou. Joe Quesada, Kevin Smith, bon. Que dire de plus? Ça, je pense que c'est l'une des histoires les plus connues de Daredevil, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que, en fait, Mysterio, qui vraiment se fait péter la gueule par Spider-Man tout le temps, il en a marre, il a un cancer en phase terminale, il se dit un truc, mais con en plus, hein, il se dit, oh regarde, j'ai un cancer, je vais crever. J'arrive pas à battre Spider-Man, je vais faire mon plus grand coup d'éclat à Daredevil. Donc déjà, c'est complètement stupide. Et du coup, il paye genre 1 million de dollars pour avoir une entrevue avec le Caïd, qui est le plus grand ennemi de Daredevil, avec le tireur, Bullseye. Et du coup, Wilson Fisk lui donne toutes les informations qu'il a. Mais tout, il lui donne vraiment toutes les informations qu'il a sur Daredevil, tout ce qui est possible de savoir, ses faiblesses, ses adversaires, nanani nanana, etc. Genre. Et du coup, comme il apprend donc que Daredevil, c'est Matt Murdock, qu'il est aveugle et qu'en plus il est croyant, il est vraiment très croyant, du coup, en fait, Mysterio va lui faire croire qu'en fait, il y a une fille qui a enfanté l'Antéchrist, le fils du diable. Et du coup, toute la question intérieure de Daredevil dans ce truc, c'est si c'est vraiment le fils du diable, je suis croyant, dois-je tuer cet enfant ou pas? Et vraiment, bon, spoiler, c'est pas vraiment le fils du diable, c'est juste Mysterio qui fait n'importe quoi. À la fin, du coup, Mysterio est en train de crever parce qu'il a un cancer, vraiment, il est en train de mourir, le frérot. Et du coup, il est en mode oui, c'est moi ton plus grand ennemi, c'est moi, j'ai fait mon plus grand coup d'éclat. Et vraiment, Daredevil est en mode frérot, gars, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, des gens qui essayent de me tuer tous les jours, j'ai une vie de merde, j'ai plus de femme, j'ai plus d'enfants, j'ai plus rien. Donc franchement, ton truc, bon, ça va quoi, c'est pas non plus. Je sais plus ce qu'il lui. Mais en gros, c'est un peu ce qu'il lui dit en fait. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment la personnalité en fait du Daredevil en fait justement. Le fait que on rentre vraiment dans un débat moral parce que pendant toute l'œuvre on se dit parce que Mysterio tu ne le vois qu'à la fin, tu sais qu'à la fin que c'est Mysterio et pendant tout le truc tu es en mode putain mais
oh la vache, mais gars, c'est vraiment l'antéchrist, est-ce que je dois vraiment le tuer et je sais pas quoi faire genre, ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement, c'est ce dialogue. Daredevil, du coup, lui dit ta vie n'est qu'une imposture, tu n'as jamais eu une idée originale, tu avales trop de films ou de séries télé et tu les régurgites. Tu n'es qu'un soi-disant génie de plus qui tente de rendre son pire ennemi, ou ici un ennemi adopté, fou. Voilà. Je trouve ça formidable. Et puis encore une fois, les dessins, hein. Joe Quesada, hein, c'est assez fou ce qu'il fait. Hein. Donc ça, c'est très très cool. C'est un des premiers comics que j'ai acheté aussi, assez cool. Là, bon, alors là, on rentre vraiment dans le chef-d'œuvre, pareil, des comics, Civil War 2. Parce que dans Civil War 1, du coup, c'était Spider-Man. Oh, Spider-Man, qu'est-ce que je raconte? C'est du coup Captain America qui ne voulait pas travailler pour le gouvernement et Iron Man qui voulait travailler pour le gouvernement. Globalement, c'était ça. Le débat, c'était est-ce que les super-héros doivent travailler pour le gouvernement? La réponse, quand on voit l'état actuel du monde, est non, évidemment. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, euh, dans ce comics, il y a un nouveau super-héros qui apparaît et qui a le pouvoir de prédire le futur. Mais est-ce qu'il voit le futur ou est-ce qu'il voit un futur possible? C'est là toute la différence. Parce que, du coup, ils arrivent à prédire une attaque de Thanos, sauf que War Machine meurt. Donc là, Tony Stark, il est en mode pardon? Comment ça, mort? Là, ça me tend un peu. Et du coup, tout le comics, du coup, c'est littéralement Iron Man qui ne veut pas utiliser les pouvoirs de ce méta-humain, parce que pour lui, le futur n'est pas, on peut pas le prévoir. Et Captain Marvel qui est en mode, bah si, en fait, on peut le prévoir. On a réussi à battre Thanos, donc si. Et du coup, ils se mettent sur la gueule, sauf que j'aime bien Captain Marvel, j'adore Iron Man. Il n'y a pas photo entre les deux. Captain Marvel, elle démonte Iron Man, mais vraiment façon facile. Hein. Et il y a une phrase que je crois que c'est Black Panther qui dit ça, que je trouve assez drôle. C'est il dit quand on est dans le camp de Captain America, on est sûr d'être dans le bon camp. Et cette fois-ci, Captain America est avec Iron Man justement. Et encore une fois, hein, Brian Michael Bendis, hein, voilà, ça donne ce genre de choses. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce comics. C'est. Je pense que c'est. Ouais, c'est plutôt une bonne porte d'entrée, je trouve, dans l'univers des comics Marvel, parce que c'est ce qu'on appelle un crossover. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages. Et je trouve ça assez stylé. Donc, très très bon comics. Ça, c'est 10 sur 10. Hein. Ça, c'est 10 sur 10, hein, vraiment. On va passer aux tout petits comics et après on arrêtera. On fera les comics d'ici une autre fois parce que sinon la vidéo va faire 2 heures et personne ne va la regarder. On va commencer par ça, tiens. Ultimate, donc je mets les deux tomes. Hein. Ultimate Avengers, tome 1 et tome 2. Donc, pour ceux qui suivent un peu l'univers Marvel, dans les comics, la Terre principale des aventures de nos super-héros préférés, c'est la Terre 616. Voilà. Et donc là, je crois que c'est la Terre 1610, oui c'est ça. Les auteurs se sont dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait si on avait des super-héros, mais Avengers, mais qui n'étaient pas vraiment pareils, qui étaient un peu plus imparfaits, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, tous les quelques défauts que peuvent avoir les héros dans le MCU, ou même les héros dans la Terre principale des comics, sont poussés à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a, comment dirais-je, Iron Man qui est un connard, mais pas comme dans les films, un connard cool. Là, c'est vraiment un connard, vraiment. On a Captain America qui est un fils d'up, mais vraiment fort. Hein. Il pique la meuf de Ant-Man. Il est patriotique as fuck. Genre, il défonce tout le monde. Il en a rien à foutre. On a Thor qui est pas vraiment un dieu nordique, qui est juste un mec qui est fou. On a Hank Pym qui bat sa femme. Il bat sa femme et qui a une espèce de raté, mais vraiment qui se balade à poil même dans la rue des fois, c'est n'importe quoi. On a Hulk qui est hors de contrôle, qui a pas justement cette verve super-héroïque, qui est là vraiment juste il tabasse tout le monde et il en a rien à foutre. Le premier tome était déjà exceptionnel, mais alors le deuxième c'est tout ce que j'aime. C'est cynique, c'est drôle, c'est un peu comme The Boys en fait, c'est que ça tape là où ça fait mal, c'est assez ouf. Sans déconner, c'est assez ouf. On est encore une fois, hein, Mark Millar, donc au scénario c'est assez ouf.
Au dessin, Steve Dillon, dont j'ai pas trop parlé, mais que je trouve assez cool. On a notamment ma planche préférée qui arrive à la fin. Ouais, voilà. On a des choses assez folles. Hein. Donc, ouais, non, c'est... Je vais vous montrer, voilà, un petit ordre d'idée, peut-être pour de la bagarre. Ouais, voilà. Bon, voilà. Tu vois, ça c'est dans le tome 2, c'est assez exceptionnel. Ça, je vais pas en parler parce que c'est nul. Voilà. Ça, sans déconner. Hein. J'ai payé ça genre 5 euros, c'était pas cher en plus. Pourtant, j'adore Spider-Gwen. Hein. Mais alors, le scénario est incompréhensible. Les dessins, mais sans déconner, je ne comprends rien à ce que je vois. Hein. Les dessins sont moches. C'est un enfer. Sans déconner, c'est un enfer. Vraiment, c'est pas bien ça. Hein. Et pourtant, j'adore Spider-Gwen. Avengers versus X-Men. Encore une fois, un crossover de très grande qualité. On a Brian Michael Bendis, Ed Brubaker. Très très grand donc. Je dirais que le premier tome était vraiment très cool parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais il y a quand même un fond qui est assez intéressant. Dans le deuxième, j'ai rien compris. Sans déconner, j'ai rien compris. Ça, il n'y a que de l'action dans le deuxième, mais alors pas non plus, genre ça reste très bien, attention, hein, mais c'est pas non plus ce que j'ai vu de plus ouf, quoi, tu vois. Ça reste quand même magnifique en termes de dessin, c'est irréprochable. Par contre, en termes de scénar, ouais, je me suis un peu mêlé les pinceaux, on va dire. Voilà. Il m'en manque un, je crois. Il m'en manque. Ah oui, voilà. Bah, le dernier comics que j'ai lu, pour le moment, ouais, c'est ça. Astonishing X-Men, scénarisé par Josh Whedon. Josh Whedon, on rappelle, réalisateur des 2 premières Avengers. Un mec qui connaît un peu le bordel des comics. On est à 1 heure de vidéo, donc je vais faire très vite sur ce truc. Les dessins sont exceptionnels. Le scénario est vraiment cool dans les 2 premiers actes. Le 3e acte est nul à chier. Voilà, pour faire simple. Donc ça pour moi c'est 7 sur 10. Dans le sens où le début, il y a en plus le remède anti-mutation qui pose des vraies questions politiques, engagées, que je trouve assez ouf. Mais sinon dans le reste c'est pas très bien. Quoi. La fin est incompréhensible et nulle. Donc j'attends de voir le 2e tome, ce que ça a donné. Mais prometteur en tout cas. Voilà, c'était mes collections de comics Marvel. On se retrouve à bientôt pour une prochaine aventure.